Eh bien, bonsoir Imana, je suis ravi de t'accueillir. Nous sommes ravis de t'accueillir ce soir. Voilà, pour les gens qui ne te connaissent pas, bah, peut-être tu vas te présenter, dire voilà, succinctement quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à être ce que tu es aujourd'hui. Voilà, je te laisse la parole. D'accord, merci Ashnael. Merci de m'inviter. Merci à toutes les personnes ici présentes ce soir. Je suis ravie d'être avec vous. Qu'est-ce qui fait que je suis avec vous ce soir? Quel est mon parcours? Hum, Comment démarrer, si ce n'est que depuis toute petite, j'ai eu des tas d'expériences assez étranges qui me sont arrivées dès l'âge de 5 ans. Mais voilà, comme tous les enfants, ça fait partie de cette petite vie personnelle et ce n'est pas des choses qu'on raconte nécessairement quand il y a un être de lumière qui arrive, quand on fait une régression spontanée dans une vie passée ou des choses comme ça. On ne sait pas trop. Les années passent, j'ai un métier assez sympa au demeurant, hôtesse de l'air pendant quelques années. Et puis ensuite, voilà, je continue mon parcours, je décide d'atterrir, d'arrêter d'être un peu perchée et, et de me poser dans un métier d'aide à l'autre. Et je commence à travailler avec ma propre entreprise pour aider les femmes, principalement les femmes, mais des hommes aussi, à pouvoir révéler leur beauté intérieure tout en travaillant sur la beauté extérieure. Ça dure quelques années et là je sens qu'on me demande autre chose, les femmes veulent aller plus loin, m'emmènent plus loin et donc je reprends des études en tant que hypnothérapeute, j'emmène les gens en régression pour aller chercher toujours à aller plus loin et aller chercher le potentiel de chacun. Et puis, les années continuent de passer, beaucoup d'années. Et puis, avec mon compagnon de vie, Franck Echardour, on décide de suivre les enseignements des Mayas, de la voie blanche. Après avoir suivi les enseignements du Kriya Yoga, après avoir été l'accompagner sur les enseignements de la voie rouge avec les Amérindiens, c'est la voie blanche qui nous appelle. Donc, on part en 2007 pour aller rejoindre un enseignant là-bas qui s'appelait à l'époque, parce qu'il est parti rejoindre le Grand Esprit, Umbatsmen. Et puis, on fait la rencontre également d'une tribu de Maya, Lacandon. Et le chaman trouve judicieux de nous confier son crâne de cristal. Et c'est comme ça que je rentre dans cette énergie des crânes de cristal. Ce crâne de cristal, qui est un crâne ancien, qui est un crâne qui appartenait à son propre grand-père, qui était le chaman très connu dans toutes les tribus mayas, ce crâne, on le rapporte à Paris et de là commence pour moi tout un parcours initiatique avec ce crâne qui me fait aller connecter ce que je connaissais déjà étant petite fille, mais sur lequel j'avais mis une sorte de mouchoir en fait pour avoir une vie assez normale. Et c'est là que je commence à faire de l'écriture automatique par le biais de ce crâne, en rentrant en connexion avec le chaman, donc le grand-père décédé, et puis un guide d'une autre dimension. Et puis, de fil en aiguille, j'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il répond à beaucoup, beaucoup de questionnements que je peux avoir. Et à un moment donné, je sens que ça doit passer par une autre voie, et notamment par ma voix, non plus par l'écriture. Et la première fois que je canalise, puisque maintenant mon travail c'est d'offrir ma voix pour transmettre des messages des mondes subtils. La première fois que je canalise, c'est une voix d'homme qui sort de ma gorge. Et je suis un peu étonnée. En même temps, l'être que je canalise était un homme.
Et là, je me dis, waouh, il y a quelque chose qui se passe. Et voilà, les années ont continué. J'ai compris que c'était ce que j'avais à faire, d'être messagère, tout simplement, et de prêter mes cordes vocales pour favoriser des interactions qu'il y a entre les différentes dimensions. Et voilà, en gros, comment les choses se mettent en place pour moi. Et mon travail est celui-ci. Aujourd'hui, je fais ça majoritairement. Et je continue à travailler avec des crânes de cristal. Il y en a plusieurs qui sont à côté de moi d'ailleurs, qui sont des crânes anciens de différentes traditions. Et Justement, chaque... Oui, pardon. oui, justement, je voulais te parler de ta Crystal Team et savoir comment tu t'es entré en relation avec tous ces crânes, il y a des crânes de cristal, il y a des crânes anciens aussi, si je ne m'abuse. Il y a maintenant une belle équipe de crânes de cristal et avec des fonctions différentes selon les uns et selon les autres, je suppose. Est-ce que tu peux en dire plus par rapport à ça? Oui, bien sûr, avec joie. Donc, le tout premier crâne qui s'appelait Kimball, qui était le crâne des Mayas Lacandon, quand nous avons été invités par le chaman Batsman, notre enseignant avec lequel on a suivi des enseignements pendant 7 années consécutives. Et une année, il nous a invités, on était en 2011. En 2011, il nous a invités à parcourir, à traverser tous les États-Unis pour aller sur des sites sacrés avec 12 autres porteurs de crânes de cristal. Et on était invités également par Drumvalu Melchizedek, pour ceux qui connaîtraient. Et donc, on a fait partie de cette magnifique aventure. Mais pour ce faire, il fallait que mon compagnon et moi puissions avoir un crâne chacun. Et donc, on n'avait que Kinbats, qui est de la valeur de la tête d'un être humain, tout en cristal de roche, vraiment magnifique, mais on n'en avait qu'un seul. Et il en fallait un autre, donc Kumbats m'a dit, bah, écoute, tu as qu'à en acheter un crâne dans un magasin. Et là, ça m'a paru pas adapté. Et par un biais X et Y, je me suis retrouvée à posséder juste 3 jours avant le départ de ce grand voyage, à acquérir un crâne qui venait de chez les Incas, qui m'a été transmis par une femme qui savait qu'elle devait transmettre ce crâne, un crâne ancien qui s'appelle Pachacamahuaca. Et, euh, et de là, ce crâne est arrivé. On a fait le voyage avec ce crâne qui était juste assez incroyable et qui générait des états de conscience chez les Américains quand les Américains venaient nous rencontrer sur ces différents sites sacrés. Et puis ensuite, il y a eu, quand nous sommes rentrés de ce voyage, en 2014, non, en 2012, pardon, on a su que Kinbats, le crâne des Mayas Lacandon, voulait rentrer chez lui. L'information était très claire. On l'a rapporté pour le 21 décembre 2012. Et donc, ben, voilà, on redonnait Kinbats parce que c'était juste qu'il reparte chez lui. Et ce jour-là, le même jour, un ami qui avait un crâne ancien mongol nous a laissé un message en nous disant si ça vous dit, il est pour vous, c'est un crâne ancien, c'est un crâne puissant, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et moi j'ai senti l'appel, il y en avait un qui partait, il y en avait un qui arrivait. Et finalement, en lâchant Kinbats, en le rapportant chez lui, chez les Mayas, ça était comme une sorte de déclencheur. Ça a permis que ce crâne rentre non seulement à la maison, mais ouvre la porte à d'autres crânes anciens qui sont venus au fil du temps. Voilà, j'en ai jamais acheté d'un dans un magasin et ça a toujours été transmis et voilà, et ça s'est fait comme ça. Donc il y a des crânes de différentes traditions. On a des crânes qui viennent du Tibet, des crânes qui viennent d'Himalaya, donc mais plus particulièrement du Népal, qui sont des crânes de cérémonie. Nous avons des crânes de Mongolie. Et puis, Pachacamahuaca est un tout petit crâne également
qui s'appelle les Yawi, et qui, eux, viennent donc de chez les Incas du Pérou. Voilà. Et en effet, tu as raison, Ajnaël, ils ont chacun une énergie parce que quand ils ont eu travaillé avec les prêtres, les moines, les chamans, les hommes ou les femmes médecines avec lesquels ils ont travaillé par le passé, eh bien, c'est comme si l'énergie de ces êtres vivants, qui ne sont plus vivants, mais est toujours présente en connexion avec les crânes. Alors, ils ne sont pas enfermés à l'intérieur, mais c'est comme s'il y avait une sorte de... Ils étaient des transmetteurs, en fait, qui sont à la fois et transmetteurs et amplificateurs également de cette énergie, de cette connexion. Du coup, quand je travaille avec la Crystal Team, ils sont au nombre de 13 et ils veulent rester au nombre de 13. Et quand je travaille avec eux, eh bien, c'est comme si leurs traditions, les aides qu'on travaillait autrefois sont présents pendant les canalisations, pendant les messages. Et à tour de rôle, parfois c'en est un qui va davantage s'exprimer quand il va s'agir de travailler sur un soin, par exemple, un autre pour faire du nettoyage parce qu'on en a un, c'est le nettoyeur. Encore un autre va travailler davantage sur les messages en lien avec les annales akashiques. Donc voilà, ils ont chacun des propriétés que j'ai appris à découvrir à mesure du temps. Mais le tout forme en effet cette Crystal Team. Ils parlent d'une seule voix, Dieu merci. Et d'après ma perception, moi, des crânes de cristal et par rapport à l'usage que j'en fais avec le mien, Xenola, qui est un petit crâne de cristal, lui, c'est un connecteur galactique. Donc, il est connecteur des mondes, des mondes unifiés. Il est connecteur des univers, des multivers. Donc, l'image qu'il m'a transmis des connexions des crânes, c'est la métaphore, c'est les connexions synaptiques du cerveau. C'est comme si les crânes étaient des neurones et qui établissaient des connexions entre tous les crânes et qui permettaient de faire transmettre cette communication à travers tous les plans de conscience et amener ces informations. C'est des informations qui passent d'un crâne à l'autre et qui réactivent un certain nombre de choses à travers leurs ondes de forme, puisque c'est à travers les ondes de forme que celles-ci se transmettent. Est-ce que pour toi, c'est juste aussi? C'est comme ça que tu le perçois? Peut-être je ne l'aurais pas dit avec ces mots-là, mais en t'entendant, je trouve que c'est adapté. Pour moi, ils forment en effet une grille cristalline. Il s'avère que les crânes sont ressortis parce qu'il y a des crânes anciens et puis il y a pléthore de crânes récents aujourd'hui et que ça revient à presque, ça fait pas encore 100 ans exactement que le premier crâne de Mitchell Hedges a été trouvé. On va bientôt fêter le centenaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce crâne est un peu le fer de lance de tous les autres crânes qui sont advenus par la suite ou qui sont réapparus. Et du coup, quand un porteur de crâne, j'aime bien dire un porteur et pas un gardien, parce que finalement, on garde quoi? Mais quand un porteur de crâne devient porteur de crâne, c'est-à-dire quand il a la charge de cet objet sacré qui va lui permettre d'être une forme euh, de point de lumière lumière consciente, eh bien, que ce soit le crâne lui-même ou que ce soit la personne qui en est la porteuse, vont participer à cette grille cristalline qui est tant sur la Terre, mais qui se fait également dans d'autres dimensions. Et donc, c'est là où je te rejoins dans ton explication. Et que, en fait, ce qui se passe en bas se passe également en haut. Et du coup, quand un crâne, même un crâne récent, qui vient de sortir d'un petit gars qui fait ça toute la journée en Chine, sans grande conscience, si ce n'est celle de pouvoir manger et nourrir sa famille, ce crâne, quand il arrive dans les mains d'une personne qui l'acquiert à l'autre bout de la planète, quand il va être activé, quand il va être
en connexion, en résonance avec l'énergie de la personne, eh bien, ce crâne va devenir cet amplificateur, émetteur, transmetteur, récepteur, et donc va faire partie de cette grille qui est tant à la fois connectée à la Terre-Mère, parce que finalement, la matière elle-même est issue de Gaïa, que une connexion cosmique, intergalactique, et qui va se mettre en résonance avec des énergies qui correspondent à la multidimensionnalité du porteur de ce crâne. En Donc pour moi, fait, voilà, on oui. a plusieurs niveaux, en effet. En fait, le crâne, il va incarner une énergie. Il va, il va incarner une énergie particulière qui va être activée aussi en fonction de son porteur, qui va rentrer en résonance avec son porteur et qui va lui permettre justement d'émaner cette énergie de la meilleure des manières possibles. Oui, oui, oui. Alors après, on peut avoir un côté schizophrène quelque part. Ça pourrait donner cette impression quand on a plusieurs crânes. On se dit, oh là là, mais ça, c'est mes multifacettes là, parce qu'avec chaque crâne, il y a une connexion différente. Mais je pense qu'on n'est pas juste monotache ou mono façon d'être et qu'on a en effet plusieurs facettes, un peu comme un diamant. Et donc, à mesure que les crânes peuvent arriver dans notre vie, on peut s'apercevoir que finalement, ben oui, il révèle une autre partie de nous sur un autre plan également. Mais on peut très bien aussi en avoir un seul et ce crâne peut être, lui, multitâche et avoir ainsi une synthèse de ce que nous sommes, nous, en tant qu'individus et se mettre en résonance avec nous-mêmes. Oui, c'est très riche. C'est très riche. Euh, on va peut-être passer maintenant à une autre question. Quelle est ta perception de l'ascension que nous vivons actuellement? Et on va peut-être s'appuyer sur le livre que tu as écrit en collaboration avec Juscelina Dalous, voilà, qui s'appelle Le monde d'après 2020-2043, qui vient juste de sortir. Voilà, quelles sont tes perceptions ici et maintenant de notre chemin ascensionnel? Alors, peut-être, peut-être la première chose qui me viendrait à l'esprit, c'est que ascension, c'est quelque chose qu'on fait depuis toujours, depuis qu'on a été créé. Et ce que moi je reçois en channeling quand ils parlent aux personnes, ils disent qu'on est un petit postillon du grand éclat de rire du principe créateur. Donc à partir du moment où on a été créé dans un grand éclat de rire, ce petit postillon que nous sommes, qui est devenu séparé du un de la source, va avancer dans l'espace-temps infini et va grandir, expérimenter la vie sous toutes ses coutures dans tous les univers et multivers, etc. Et donc, je pense que l'ascension, elle est permanente. La vie n'est qu'un principe d'avancement. Et donc, quand on prend vie ici, quand notre âme décide d'incarner un corps sur la planète Terre, on est toujours dans ce principe d'évolution et d'ascension. Mais je pense savoir là où tu veux m'emmener, sur cette période très particulière, un peu charnière de notre humanité. Et je dirais que oui, on vit une période formidable, très challengeante, très troublante pour une grande partie des individus et des 7 milliards 700 millions que nous sommes, qui n'avons peut-être pas tous conscience que nous sommes dans ce principe d'évolution. Et pour moi, au niveau de la civilisation qui est la nôtre aujourd'hui, on est dans un passage très important qui passe du niveau du troisième chakra, c'est-à-dire le chakra feu, le chakra pouvoir, au quatrième chakra, qui est ce chakra cœur, mais le saut, en fait, est un saut quantique à faire individuellement et collectivement. Collectivement, on s'aperçoit que c'est très compliqué, on s'aperçoit, il ne suffit que de regarder les informations à la télévision
pour s'apercevoir que le saut quantique, on ne l'a pas fait encore. Même si on est challengé encore par ce coronavirus qui va probablement nous aider à passer dans un niveau de conscience différent. Je pense que ça fait partie des bons aspects à minima du coronavirus, mais qui n'est qu'un marqueur, hein, qui n'est qu'un vecteur. Mais individuellement, beaucoup de personnes, et probablement toutes les personnes qui sont présentes ce soir et qui sont invitées par toi, Naël, sont dans ce changement de paradigme, dans ce saut quantique qui fait passer du 3e chakra au 4e. Et pour moi, l'ascension, c'est ça en fait. C'est pas que des petits bonhommes verts vont venir nous chercher, on va ascensionner, partir dans une soucoupe volante et aller je ne sais où. Parce que ça, j'y crois pas. Pourtant, je suis très connectée aux énergies extraterrestres, très, vraiment. Mais voilà, de ce que je sais, on est appelé à nous sortir nous-mêmes de ce dans quoi nous nous sommes mis. Ça fait partie de notre évolution, justement, de grandir, de devenir responsable et de passer à un autre niveau. Donc pour moi, l'ascension, c'est passer à un nouveau niveau de conscience qu'il nous faut aller, dans un premier temps individuellement, pour atteindre un nombre suffisant qui va faire que le collectif va pouvoir suivre. Et ça, je pense que cette période-là actuelle, et surtout l'année 2020, est l'année absolument parfaite pour cette prise de conscience et cette décision, parce que c'est un acte décisionnel, en fait, qu'il nous faut avoir, à mon avis. Voilà ce que j'en pense. Oui, je te rejoins complètement sur l'ascension. Et moi, j'aime à dire les ascensions, puisque voilà, une ascension, c'est pas une fin en soi, c'est le début d'un nouveau commencement. C'est le commencement d'autre chose. Et justement, dans la période dans laquelle nous sommes, c'est le passage de l'individualisme au collectif aussi. Et cette notion collective, elle est très, très importante à prendre en compte. Voilà, on va pas y arriver tout seul, et puis ça n'aurait aucun intérêt d'y arriver tout seul. C'est-à-dire, voilà, partir devant et laisser les autres derrière, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est que tout le monde avance ensemble. C'est la dimension collective qui est importante, et dans cette phase dans laquelle nous sommes, c'est vraiment cette dimension qui est primordiale, qui est essentielle, euh, à mon sens. Oui, je te rejoins une fois encore. C'est pas que je sois quelqu'un d'absolument consensuel à chaque fois, mais pour le coup, ça me parle vraiment ce que tu dis. Et tout seul, on n'y arrivera pas. Parce qu'au vu des éléments, alors tu as parlé du livre que je viens de sortir, j'ai écrit sur un personnage qui est juste hors norme, atypique, qui est donc considéré dans beaucoup de pays du monde entier comme étant le prophète du XXIe siècle. Il a été dit comme tel par Chico Xavier, pour ceux qui connaissent ce personnage brésilien également. Et il est lanceur d'alerte pour nous permettre de nous éveiller, de nous réveiller et de faire ce saut en fait et d'aller changer notre futur. Et c'est tout l'intérêt, je dirais, de ce livre, parce que ce personnage a pu, depuis 51 années, faire plus de 100 000 prédictions. À 96,5 en réalité pourcentage, elles se réalisent, sauf quand les personnes à qui il écrit pour leur dire il va se passer telle ou telle chose, vous avez un libre arbitre, permettez-vous de l'utiliser parce que vous pouvez changer le cours des choses. Donc voilà, c'est un personnage qui s'appelle Juscelino Dalus, et si les personnes ont envie d'aller voir qui il est, vous pourrez le trouver sur internet, juscelinodalus.fr par exemple, et vous découvrirez un personnage qui est d'abord très spirituel, qui est une personne très humble, mais qui a tellement de connaissances. Voilà. Il travaille avec la NASA, il travaille avec les plus grands, avec les services secrets pour démanteler des attentats ou des choses différentes et variées. Et voilà, c'est un personnage vraiment très connu dans le monde.
il n'était pas connu en France, c'est d'où l'intérêt d'avoir écrit un livre en français à son sujet, et de montrer surtout que même si les choses qui vont se passer dans le futur, au vu de cette crise systémique qui est la nôtre, dans laquelle nous sommes entrés, de cette crise climatique, de cette crise sanitaire, de cette crise sociétale, de cette crise économique, etc., etc., on converge actuellement vers toutes ces crises à la fois, ce que n'a jamais connu la civilisation jusqu'alors. C'était une crise par-ci, une crise par-là. Donc, dans ce gros bazar, je dirais, qui va nous secouer tous individuellement et collectivement, et ça a déjà un petit peu commencé, assurément, c'est vraiment ensemble qu'il nous faut être, parce que tout seul, on peut se mettre peut-être un peu en mode sécurité, et d'abord c'est ce qu'on a à faire, mais c'est vraiment ensemble qu'on va pouvoir faire que on va bâtir une nouvelle humanité avec un nouveau niveau de conscience, sans quoi on est voué à une extinction très nettement, mais des extinctions, il y en a eu avant. Il y a eu l'extinction des Mayas, l'extinction des Romains, l'extinction des Égyptiens de l'Égypte ancienne. Il y a eu, pour aller encore plus loin, les extinctions de l'Atlantide, de la Lémurie, de l'Hyperborée. Donc, il semblerait que nous soyons à ce moment-là très important de notre humanité, où il ne faut pas louper le coche, sans rentrer dans les peurs, et au contraire, en étant dans l'amour, réussir cette ascension qui nous est demandée et pour laquelle nous avons décidé d'être là cette fois-ci encore. Oui, complètement, je te rejoins tout à fait après la lecture de ce livre qui présente des situations auxquelles on peut être confronté, mais comme le dit Juscelino, on a la possibilité aussi, de par notre co-création, de distordre cette réalité qui pourrait être la nôtre. On peut l'amener à être différente, c'est-à-dire que par rapport aux événements extérieurs, c'est vraiment la projection qu'on va en faire qui va faire que la construction qu'on va faire de ce nouveau monde va être en harmonie avec ce que nous souhaitons, ou en harmonie avec ce que souhaite la majorité. Si on arrive à co-créer ensemble, en mettant toutes nos individualités au service du collectif, et en visualisant quelque chose de meilleur, on va aller vers ce meilleur. Et malgré tout ce qu'on peut voir à l'extérieur, et je considère qu'on peut être à l'intérieur de l'œil du cyclone et percevoir le cyclone à l'extérieur, qui va peut-être faire bouger un certain nombre de choses, mais peut-être aussi faire bouger certaines personnes dans leur compréhension de ce qui se passe. À l'intérieur de l'œil du cyclone, on n'est pas impacté par ça. Et il ne faut pas être impacté, parce qu'à partir du moment où on est impacté, on va rentrer dans une construction mentale qui va nous amener de la peur ou de l'appréhension par rapport à notre famille, par rapport à nos enfants, par rapport aux gens qu'on aime, par rapport à tout ça. Donc voilà, il faut se recentrer et se mettre vraiment à l'intérieur de notre cœur sacré. Et c'est de cet endroit-là qu'on peut le mieux co-créer ensemble le monde vers lequel on veut tendre. C'est ma perception. Alors, que je partage une fois encore, à cela j'ajouterais que seule la visualisation ou la méditation, qu'elle soit dans son cœur, tout seul chez soi, ou de manière communautaire, que ce soit en réunion physique ou en réunion comme c'est le cas ce soir, euh, risque de ne pas suffire. Donc, il nous faut quand même aussi, sur la voie du cœur, et ça me paraît juste essentiel, parce que c'est la seule qui est la clé à tout, déjà à ne pas rentrer dans les peurs, comme tu le disais très justement, mais également à co-créer. Parce que finalement, ce qui lie le tout dans l'univers, et aujourd'hui les scientifiques l'ont découvert, c'est quelque chose qui est impalpable, invisible, mais ça s'appelle l'amour. C'est le liant, en fait. Donc l'amour, par conséquent la voix du cœur, se trouve absolument partout dans l'univers. Mais nous, maintenant, là où nous en sommes, dans ce que nous avons à traverser de choses compliquées,
ça nous demande d'être dans l'amour, mais d'être dans l'action et de manière responsable et d'être dans des actions qui vont correspondre à chacun. Il y en a qui sont particulièrement doués, je ne sais pas, qui ont une fibre naturelle pour le mode relation rassemblé. Et ça, c'est ton job et ça, c'est sans doute aussi le mien. Mais il y en a d'autres qui sont très pragmatiques, qui sont faits pour construire peut-être des éco-villages, peut-être des choses, ce sont des bâtisseurs. Il y en a d'autres qui sont au service de la cause animale, au service des forêts. Et je dirais que dans le cœur, il nous faut nous rassembler les uns avec les autres en fonction de sa couleur, en fonction de sa fibre, pour aller, je dirais, mélanger toutes nos couleurs ensemble, tisser un canevas d'amour, mais vraiment de manière pratico-pratique et pas simplement dans je reste, je médite pour tout le monde, parce que même si on s'est aperçu que des moines bouddhistes avaient pu réussir à dépolluer un lac en étant tous autour à méditer, il y a une possibilité de travailler sur la matière, travailler sur les ondes. Mais au vu de toutes ces crises qui se conjuguent, il nous faut, au-delà de visualiser, au-delà de méditer, au-delà de penser positif, il nous faut agir sur cette voie du cœur. Donc voilà, pour moi, les deux aujourd'hui sont juste essentiels parce qu'on a affaire à un monde matériel et un monde matérialiste. Et la contrepartie, simplement méditation, être dans le cœur, me semble être insuffisante. Donc c'est voilà, chacun avec ce qu'il est va pouvoir faire quelque chose échanger les lignes du futur. Tout à fait, je suis d'accord. Ok. Ben, je te remercie pour cette première partie. On va peut-être passer, si vous le souhaitez, si vous souhaitez poser une question à Imana, vous pouvez le faire dans le chat. Donc, en dessous, là, vous avez conversé, donc vous pouvez mettre une question là et je poserai la question à Imana. En tout cas, merci pour cette présentation, cette première partie qui était fort intéressante. Euh, Merci. Donc, on demandait ouais, quel était le nom de ce Brésilien. Donc, quelqu'un l'a mis, Juscelino da Luz, c'est bien. Ah. Et le livre donc, que tu as écrit avec lui, c'est Le monde d'après 2020-2043. Alors, on mettra aussi les liens sous la vidéo. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les poser dans le chat, dans la partie droite de l'écran. Où il y a marqué, ou en dessous, il y a marqué converser. Pas de questions? Si, ça arrive. Donc, ben, peut-être tu peux nous parler de la réception justement de Juscelino, là, en attendant qu'on ait des questions qui se présentent. Oui, j'ai le grand plaisir de pouvoir accueillir Juscelino, qui est pour l'instant en tournée européenne et qui arrivera le 29 novembre en France. Il était déjà venu là quelques jours à Paris, on l'a reçu pour un symposium. Et donc, il revient dans 4 villes, sur Toulouse, Bordeaux, Orléans et Paris. Voilà, entre le 29 octobre et le 11 novembre, pour faire des conférences, un séminaire d'une journée à chaque fois, et puis des soins, parce que c'est également un guérisseur, en fait, très connu dans son pays. On sait que les Brésiliens ont cette grande facilité avec les énergies, mais moi, pour l'avoir vu faire et l'avoir expérimenté, c'est juste incroyable comment il est d'un seul coup pris. En fait, il devient juste un canal, et quand il travaille, je vois
tout son corps changer, son visage changer. Et les soins sont super rapides, mais super efficaces. Et voilà, si ça peut donner quelques idées aux personnes qui auraient envie de rencontrer ce personnage atypique, hors norme, pour le coup, clairement. Ok, on commence à avoir des questions. Une question de Cyrielle. Un petit crâne de cristal m'a appelé lors d'un week-end chez Angélise à Albi. Il m'a donné son nom, Tot. C'est la seule information qu'il m'est donnée. Il est peut-être encore un peu tôt pour moi pour l'entendre. Du coup, je reste encore perplexe. Pourquoi cette rencontre? Est-il possible de savoir quelle est son énergie? Pour le fait, il faudrait que je puisse le voir, mais déjà, le fait d'avoir entendu le nom Thoth, c'est quand même pas rien. Thoth, c'est dans la mythologie égyptienne, c'est quand même celui qui a la sagesse, qui a la connaissance, qui est connecté directement à toutes les connaissances qui existent dans l'univers. Donc, ça laisse présager quand la connexion va vraiment se passer avec sa porteuse, hein, avec Cyrielle, ça va être quelque chose d'assez fort. Et peut-être qu'il faut simplement se préparer à recevoir quelques messages et lui poser une question, ne serait-ce que ça, prendre ce crâne sur soi, le regarder dans les yeux. Ça marche comme ça. Et puis après, simplement les fermer, le porter au niveau de son cœur. Et puis dire, OK, maintenant je suis prête, mais comme ça peut partir dans tous les sens, je vais poser une question bien spécifique et je vais attendre ce qui vient. Et voilà, ça paraît être déjà la première manière de procéder pour aller un petit peu plus loin. Mais déjà, d'avoir le nom, c'est chouette, c'est bien, bravo, bravo. Tout le monde ne l'a pas. Je rajouterais que certains crânes, par mon expérience, aiment des environnements en particulier, des environnements particuliers. Par exemple, le mien adore l'élément aquatique. Donc, il est volubile quand il est proche de l'élément aquatique ou en contact avec l'élément aquatique. Donc voilà, il y a peut-être des endroits dans la nature qui sont favorables à des connexions avec son crâne, plus que dans des villes ou dans des endroits fermés. Voilà, essayez de tester un peu les endroits avec lesquels vous pouvez les mieux communiquer avec vos crânes. Oui, et puis il y a autre chose aussi. Il y a un... Alors, bon, moi, je l'ai reçu chez les Mayas. Après, ça m'a été confirmé puisque je travaille avec un guide pléiadien et du coup, un protocole qui permet d'activer vraiment son crâne. Et ça, c'est important de faire cela. Donc, pour les personnes qui viendront de ta part à Genaël, j'aurai plaisir à leur envoyer le protocole. Justement, c'était une question d'Eliane, Eliane qui disait comment activez-vous vos crânes? Alors c'est un peu difficile à décrire comme ça, mais en réalité c'est pas si complexe. Je dirais une petite cérémonie à faire à un temps qui nous paraît opportun, au moment où on sent que c'est le bon moment. Les Mayas s'habillent en blanc et ils mettent un fil rouge au niveau du poignet ou au niveau du front pour montrer qu'ils sont, ça y est, ils sont connectés à l'énergie de vie qui représente le sang, en fait, et qu'ils sont prêts à recevoir les informations du monde des mondes subtils. Donc voilà. Et puis après, il y a la présentation du crâne aux différentes directions. Bien, donc forcément, on commence avec la direction du soleil levant, puis ensuite du sud, ensuite de l'ouest, ensuite du nord, ensuite de la terre-mère, ensuite du ciel et ensuite au niveau de son cœur. Et après, voilà, il y a tout un rituel, mais en gros, c'est presque aussi simple que ce que je viens d'évoquer. Et puis de demander vraiment à avoir l'énergie qui puisse traverser ce crâne, qui corresponde à l'énergie la plus élevée par rapport à sa propre âme et conscience supérieure. Parce que c'est ça qui va se passer en fait. Il y a une énergie subtile, mais adaptée, je dirais, un peu comme un enseignant, qui va venir utiliser ce crâne pour en faire une sorte de poste de Le relais. réception Oui.
un poste de radio, hein, mais au-delà, c'est plus que de la radio. Et donc, il va l'utiliser comme une antenne. Et dans ce cas-là, quand vous êtes vous-même une antenne tellurique et cosmique, c'est-à-dire reliée à la Terre-Mère et connectée au cœur du ciel, et que vous me connectez au niveau de votre cœur à vous, ça fait la jonction. Et à ce moment-là, l'activation peut se faire. Mais pour résumer tout ça, voilà, pour les personnes qui me demanderont, je leur enverrai avec joie ce protocole. Merci. Une question de Christine aussi. Est-ce que l'ascension va durer 23 ans? 23 ans, je ne sais pas pourquoi 23 ans. Selon Giussellino, installez-vous bien, Christine. Il va falloir revenir et revenir encore parce que selon lui, pour que le niveau vraiment de toute l'humanité ait atteint ce niveau de conscience dont on parle, hein, sur la planète Terre, hein, j'entends, collectivement parlant, il nous faudrait 300 années. 300 années, 300 ans, avant que vraiment on ait atteint tous ce niveau, un peu de la Belle Verte, si vous avez déjà vu le film La Belle Verte de Colin Serrault, où tous les gens sont dans l'amour, sont connectés, sont dans un niveau de conscience incroyable, puissent parler de manière par transmission de pensée, etc. Il a vu ça dans le futur, mais c'est encore un peu loin. Donc les 23 ans, je ne sais pas, on sera en quoi? On sera en 2023, 2043. 2043. Alors, c'est vrai que dans le livre, il y a marqué le monde d'après de 2020 à 2043. Mais 2043, pour lui, c'est pas tant qu'on est arrivé à ce niveau-là, c'est qu'on est arrivé au moment où, si on ne fait rien pour changer les choses, si collectivement on ne réussit pas ça, 2043 va pas être une année agréable du tout. Par contre, si d'ores et déjà on se met tous en action et que l'on change la ligne du temps, parce qu'on peut la faire bifurquer, alors 2044, ce sera déjà agréable et après 2320, ce sera génial. Et moi, j'ai prévu de revenir que dans 300 ans. Une fois que je serai ce là, j'ai donné l'info, je reviens dans 300 ans, j'ai assez bossé, c'est bon. Voilà. Merci pour cette réponse. Ensuite, on a Brigitte. Moi, j'ai 4 crânes, dont 2 en cristal, qui ont été déjà activés, mais je ne sais pas l'origine de ces 2 crânes. Donc, voilà. C'est pareil, les voyant pas, c'est compliqué pour moi. À la rigueur, avec plaisir, si Christine un jour me contacte et qu'elle me les montre, je pourrais me connecter à eux. Mais ça peut être bien aussi Alors, il y a deux choses. La première chose qui me vient, ça peut être bien de vraiment se laisser porter et de pouvoir leur demander. Et la deuxième chose qui me vient, c'est en réalité, l'origine n'est pas si importante que ça. Ce qui est important, c'est qu'ils sont là maintenant et ils ont accepté quelque part, et vous aussi, vous avez accepté d'être en connexion. Et l'autre chose, c'est que s'ils sont là avec vous, c'est qu'ils ont la possibilité d'offrir quelque chose, d'offrir leur énergie. Et donc, c'est comme quand on me demande voilà, d'où je viens, de quelle planète je viens, quelle est mon origine stellaire. Au début, je m'attelais beaucoup à cette question. Et puis en fait, maintenant, à chaque fois, les guides disent mais à quoi ça sert? Puisque dans notre multidimensionnalité, on est dans plusieurs endroits à la fois. Comment dire qu'on vient que d'une seule planète, qu'elle s'appelle Sirius, Orion, les Pléiades ou je ne sais pas quoi, puisque finalement, une part de nous est encore là-bas. Donc, aller chercher l'origine, mis à part la source, est-ce que ça a vraiment une importance? L'origine, c'est la pierre elle-même. Elle vient du cœur de Gaïa, c'est un des joyaux de Gaïa. Donc déjà, on a un trésor en soi quand on a un crâne de cristal. Après qu'il ait été fabriqué il y a 3000 ans ou il y a 15 jours, s'il est activé, si vous l'aimez, si vous êtes en connexion avec lui, alors
une énergie céleste, cosmique peut vraiment traverser, vous accompagner. Et je dirais que l'origine, c'est peut-être pas si important que ça. Je ne sais pas si ça répond bien à sa question, parce que des fois, on veut des choses auxquelles voilà, on veut vraiment avoir la réponse à sa question, mais c'est la seule que je puisse donner là dans l'instant, en tout cas. Merci. Ensuite, on a Nadine Itzao qui dit j'ai très envie d'aller voir Juscelino à Paris. Auriez-vous peut-être des infos à nous donner? Donc ça, on transmettra les infos en dessous de la vidéo par rapport à tout ça. Eliane, merci beaucoup. Mon premier crâne, je l'ai rencontré à Teotihuacan. Et depuis, je pose des thèmes mayas. L'arrivée de chacun de mes crânes, sans rien faire de spécial, m'ont amené de gros lâcher-prise. À ça, clairement, ils nous font grandir, ils nous font évoluer, ils nous font... En fait, mon enseignant Maya, donc Ombudsman, disait que les crânes sont les enseignants de demain. Et pour lui, il visualisait la planète avec des crânes partout. Quand on l'a rencontré en 2007, on a rencontré Ombudsman en 2007, des crânes, il n'y en avait pas encore tant que ça. Depuis 13 ans, il y a eu vraiment beaucoup de crânes de fabriqués, beaucoup en Chine en l'occurrence, parce que les Chinois sont toujours sur les bons coups. Hein. Mais là au moins, celui-là, c'est un bon coup. Et pour le coup, je dirais que je suis d'accord avec Ombats. Ils nous enseignent, ils sont, surtout quand ils ont été connectés sur des très beaux lieux. Teotihuacan, c'est un lieu magnifique. Enfin, ce fut un lieu magnifique. Il en reste encore de très belles choses. Et véritablement, quand les crânes sont connectés sur des hauts lieux stratégiques, telluriques et cosmo-telluriques, forcément, ils vont capter une énergie bien spécifique et du coup, l'enseignement va être encore plus puissant, plus fort. Et donc, c'est chouette que ce soit cette première rencontre qui se soit faite pour Nadine. Ok. Ensuite, on a de Marie-Christine. Est-ce qu'un cristal, toute pierre issue de Gaïa donc, mais non façonnée en crâne, peut être également une antenne? Une antenne, certes, mais différente, parce que l'onde de forme dont tu parlais, Ajnaël, tout à l'heure, est importante. Dans le principe de la forme d'une tête humaine, euh, toute forme a une fonction et toute fonction a une forme. Voilà, c'est une des lois en fait de l'univers. Et de fait, quand la forme d'un crâne, ça parle de la conscience, ça parle de la mémoire, ça parle de cette aptitude à pouvoir utiliser tout ce que nous avons dans notre cerveau. Et alors que si on prend un magnifique cristal pur, même qui n'a même pas été sculpté, mais qui a été sculpté que par Gaïa, certes, c'est une antenne cosmique, tellurique, mais l'énergie d'un ancien ne va pas, ou peu, ou rarement passer à travers. Alors que la mémoire qui est reliée à des anciens qui sont toujours prêts à nous aider va passer à travers un crâne de cristal avec bien grande facilité. Et c'est pas tout à fait le travail qu'un cristal de roche magnifique, translucide, va faire. Il va enseigner d'une autre manière, mais pas comme un crâne. Il y a vraiment une différence pour moi. Pourtant, je travaille avec des crânes et avec des magnifiques cristaux. Et pour moi, il y a deux formes, donc deux fonctions différentes. Et je te rejoins complètement par rapport à ça, et de par la forme du crâne et aussi de l'interaction que j'ai pu y mettre entre les connexions synaptiques qu'on a dans notre cerveau, et on retrouve aussi ces connexions à l'intérieur du cerveau. Et au niveau des neurosciences, on s'est rendu compte aussi que nos connexions synaptiques, nos neurones formaient des galaxies, enfin formaient des amas de planètes. On retrouvait dans la forme de nos neurones
ce qui est en haut comme ce qui est en bas, quoi, en fait. Et donc, ça se retrouve aussi à l'intérieur, l'information se retrouve aussi à l'intérieur des crânes, de par cette forme qui se ramène à la forme de notre crâne à nous et de ce qu'il y a dedans. Mm. L'onde de forme est vraiment importante. Et oui, oui, c'est clair qu'il y a cette notion de synapse, en fait, de micro et de macrocosme, en fait. Et du coup, le crâne ben, représente tout à fait ça. Ouais, ouais. Toute la mémoire des anciens qui est potentiellement dans l'univers, capable d'être remise à travers un crâne, quelle qu'en soit la grosseur d'ailleurs. Mhm. Euh, Merci. Donc, on a des remerciements. On n'a pas d'autres questions. Ben, on va peut-être en rester là. Voilà, on a eu un format dense et bien concentré avec beaucoup d'informations. Merci, merci à toi, Imana, d'avoir joué le jeu et d'avoir inauguré ces premières communications, ces premiers entretiens qu'on fait. Merci pour ta belle présence. On mettra les informations sous la vidéo concernant le, le passage de Juscelino en France. On mettra les connexions aussi vers ton site, donc pour que les personnes qui sont intéressées voilà, arrivent à se connecter à tout ça. Merci à tout le monde de vos présences et voilà, de vos interactions aussi par le biais de la conversation. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ça ne sera pas vendredi, ça sera jeudi, exceptionnellement, avec Marc Vella, le pianiste nomade, euh, créateur de la Caravane amoureuse. Voilà, pour d'autres aventures. Merci, belle soirée à tous, à toutes. Merci, au revoir, merci beaucoup. À tout bientôt.